Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Special Playoff de The Free Agent ou avec mon fidèle acolyte Maxime. Comment tu vas, Maxime? Salut Charles, salut tout le monde. Avec Maxime, on va débriefer de la série qui a déjà commencé entre les Suns et les Clippers, et puis on fera une petite preview de celle qui commence ce soir entre, pas forcément ceux qu'on attendait, entre les Bucks et les Hawks. Super surprise, ces Hawks. Mais on va commencer par celle qui a déjà commencé, justement, entre les Suns et les Clippers. Les Suns, du coup, mènent déjà 2-0 dans cette série. Ils ont remporté les 2 premiers matchs, notamment hier soir, au terme d'un match complètement fou, terminé par un dunk de DeAndre Ayton sur le pauvre Ivica Zubac pour l'emporter 104-103. Alors, dans cette série, pas de Kawhi Leonard, pas de Chris Paul pour le moment. Maxime, on n'a pas l'impression que ça gêne outre mesure les deux équipes de ne pas avoir leurs joueurs stars. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça équilibre en fait, les forces de part et d'autre. C'est qu'ils ont chacun un élément majeur en moins. Il se trouve que les Clippers ont déjà pu s'ajuster, ce que n'a pas réussi à faire le Jazz au tour précédent. Donc, avec voire un joueur en moins pour le Jazz, en moins sur la série précédente. Donc, on va dire qu'il y a une certaine habitude et des systèmes de jeu qui ont été mis en place par Tyronn Lue qui permettent à cette équipe de tourner à peu près. Et de l'autre côté, du côté des Suns, vu comme c'était un peu le maître à jouer, c'était la valeur ajoutée, et que finalement l'arme principale qui est Devin Booker n'a été que partiellement blessé cette nuit. Voilà, je trouve que ça, l'un dans l'autre, ça équilibre vraiment les choses. C'est vrai que c'est ce qui ressort. Et puis après, bien entendu, le supporting cast des deux, des deux équipes ont fait le travail aussi en haussant leur niveau de jeu. Devin Booker fait un triple-double monumental lors du premier match. Hier, il est un petit peu plus discret, mais du coup, c'est DeAndre Ayton qui a pris le lead au scoring. Est-ce que alors cette situation de 2-0 en défaveur des Clippers, elle n'est pas nouvelle pour eux. Ça fait de la 3e fois du coup dans ces playoffs qu'ils se retrouvent là-dedans. Donc on va être prudent. Ils l'ont déjà fait 2 fois de revenir. Est-ce que le match d'hier soir n'était pas un petit peu celui qu'ils pouvaient gagner pour relancer la série? Clairement, il faut un match où ils mènent pratiquement jamais. Ils se mettent à mener vraiment à la toute fin du 4e quart-temps et ça aurait été véritablement un gros hold-up s'ils gagnent le match. En plus, je trouve que sur l'action décisive, justement avec le panier de DeAndre Ayton, comme tu as dit, sur l'Ivica Zubac, pour moi, il y a une faute de Tyronn Lue, il y a une faute dans le système, soit Tyronn Lue qui applique, qui ne sort pas le bon système, soit les joueurs qui ne le respectent pas. Parce que clairement, ils ne doivent jamais perdre ce match. En plus, juste avant, il y a Paul George qui loupe 2 lancers francs. Et le match est plié. Ils prennent 3 points d'avance, il met ses 2 lancers francs. Et le match est plié. Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose de. Je ne sais pas. Ouais. C'est vrai que 2 fois que ça ne sera pas un miracle. Mais là, je ne sais pas s'il y a un 3e miracle va le faire. Mais surtout, les Suns de Monty Williams sont beaucoup plus structurés que les adversaires qu'ils ont eu de Carlisle et de Quinn Snyder au tour précédent. Ouais. Et point tactique, si on sort le tableau noir, point tactique qui est intéressant. Les Suns jouent beaucoup mieux contre le small ball des Clippers. Autant sur les 2 premières séries avec Porzingis, peut-être pas le meilleur exemple, mais en demi-finale face à
face à Rudy Gobert et le Jazz, le Utah a complètement déjoué. Ils n'ont pas réussi à trouver la clé pour se défaire de ce small ball imposé par Tyronn Lue avec Nicolas Batum dans le poste au poste de pivot. Et là, j'ai quand même l'impression que les Suns trouvent beaucoup mieux la clé pour les faire déjouer. Alors, ce que je trouve entre guillemets un peu bizarre, c'est que Ivica Zubac joue beaucoup plus que ce qu'il n'avait joué lors des 2 premiers matchs. Mais DeAndre Ayton arrive tu vois, à être Oui, beaucoup plus présent mais et à être beaucoup plus dominant. pour moi, c'est simple. Hein. Monty Williams, c'est beaucoup plus pragmatique que l'ont été Rick Carlisle et comment il s'appelle, et Quinn Snyder. Quinn Ouais. Snyder, il a dit lors du match 6 de la défaite, il a dit il est mort avec ses idées. Il n'a pas dit qu'il. C'est-à-dire, son idée, c'était de jouer à 3 points. Il a un pivot qui sert à défendre. Hein, les Suns ont un pivot qui met des points, qui peut mettre des points, qui joue au post-up, qui est dominant, qui est un des meilleurs pivots de la ligue. Et bah, ils le font, ils lui donnent la balle. J'ai dire, c'est plus simple. On a d'un côté, on a eu sur 2 coachs qui font du tableau noir, qui sont un peu spéciaux. Monty Williams, il fait de l'efficace. Monty Williams, il a vu que le point faible des Clippers, c'était le poste de pivot. Et ben, Chris Paul ou pas Chris Paul, les autres joueurs, il leur a dit, dès qu'il y a un match-up défavorable pour les Clippers, vous donnez la balle à Ayton. Et c'est ce ils l'ont abreuvé de ballon. Et résultat, ils ont pu fixer le jeu intérieur-extérieur. Il n'y a pas de secret. Et après, les Clippers tiennent parce qu'il y a un super Paul George qui, enfin, Ouais, c'est ce que j'allais dire. vaut son statut qui s'était autoproclamé de playoff P. Mais bon, c'est laborieux, c'est laborieux. Et pour moi, honnêtement, ce qui manque, c'est un néant dans cette équipe. Honnêtement, là, c'est vrai qu'ils tiennent parce que c'est une somme d'individualité avec les Clippers. À différence comment dire, des Suns qui font un basket beaucoup plus agréable à voir, à mes yeux, parce que c'est un basket certes fait d'individualité, mais dans un vrai collectif, avec un vrai plan de jeu, alors que de l'autre côté, on voit lequel des joueurs est le plus, est le plus chaud, et on lui donne la balle. Heureusement, il y a un Nicolas Batum du côté des Clippers qui fait un énorme travail d'animation du jeu, en distribuant la balle, justement en gérant le travail soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et là, ouais, Rondo aussi un petit peu, Patrick Beverley aussi. Donc, c'est 3 joueurs qui arrivent à faire un semblant de lien aux Clippers. Et il faut reconnaître que force est de constater, c'est que ça a marché jusqu'à présent. Mais pour moi, je pense que c'est plus les Dallas et Utah qui ont tout fait pour se faire battre que réellement la force des Clippers. Et je pense que là, dans les moments clés, sur les 2 premiers matchs, bah, je pense que Monty Williams, ça montrait vraiment la différence de coaching qu'il peut y avoir. Je ne sais Je pas suis ce que assez tu en penses. d'accord. Ouais, si, je suis assez d'accord. Ils ont réussi à s'adapter. Autant, effectivement, sur les 2 premiers, comme tu l'as dit, ils sont un peu morts avec leurs idées. Et c'est Tyronn Lue qui a su s'adapter et qui a montré que, au final, il était peut-être un bon coach, finalement. Mais là, c'est Monty Williams qui s'adapte très bien. Et il l'avait dit, les Clippers l'avaient dit à la fin du premier match que les Suns étaient sans doute faits d'un autre bois que leurs 2 adversaires précédents. Et je suis entièrement d'accord. Je pense que Alors, est-ce que la série va se terminer en 4? Peut-être pas quand même. Là, j'imagine qu'avec le match qui s'est passé hier soir, alors ça va sans doute avoir un impact psychologique aussi sur les Clippers parce qu'ils sont passés tellement près de cette victoire que tu peux avoir un peu cet effet négatif en disant sur le match 3, ils vont complètement perdre tu vois, le mental et Mais s'incliner. mentalement, je pense qu'ils lâcheront pas, hein, les Clippers. Ah non, 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 mais c'est ce que moi j'en suis persuadé, ils en prendront au moins un ou deux, et l'élément clé, c'est le retour de Chris Paul.
si Ça, Chris Paul, c'est sûr. a Si Chris Paul priori, revient, comment? Vas-y. doit jouer le match 3. Voilà. Donc, ça va donner véritablement un énorme avantage aux Suns. Kawhi, à mon avis, vu la nature de la blessure, ça serait quand même un miracle qu'il revienne euh, avant la fin de la série. Donc, Ah oui, mais pour moi, les Clippers ont réussi le miracle de franchir ce cap des demi-finales de conférence. Mais là, je pense que, surtout avec le retour de Chris Paul, je ne sais pas. Moi, honnêtement, ouais. si, après, il faudra voir à quel niveau revient Chris Paul. Mais Aussi. si Chris Paul revient au niveau que je pense, le sweep sera pas loin pour moi. Ce sera vraiment pas loin. Parce que Donc, à je pense qu'il voir. y a, il y a- de mon point de vue, c'est là où je suis un peu, où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a une base de jeu chez Suns. C'est-à-dire, c'est une équipe qui pue le basket, Ah oui, oui, alors bien sûr. que les Clippers, là, ça sent la vieille NBA, on va dire. C'est la vieille NBA où c'est où, OK, on prend quelques joueurs qui font du collectif, et puis autrement, ça on donne la balle à celui qui est plus chaud. Un coup, ça va être Luke Kennard, un coup, ça va être Marcus Morris, un coup, et puis surtout, le plus souvent, ça va être Paul George. Et puis voilà, c'est la prime à celui qui est plus chaud. Et pour moi, c'est beaucoup moins intéressant à regarder, beaucoup moins pour ceux qui aiment vraiment le basket. Peut-être Oui. parce qu'on est européen et qu'on aime ce jeu plus collectif. Et au niveau de l'efficacité, force est de constater, c'est on a vraiment une opposition de style. Et ça, par contre, ça, c'est super intéressant à voir. Deux coachs qui sont sur deux philosophies totalement différentes. Donc, la série est vraiment intéressante. Mais une nouvelle fois, j'ai peur que la série soit courtée. Match 3, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, du coup, au Staples Center, avec probablement Chris Paul. Et ce soir, eh ben, c'est le début de la finale de la conférence à Est, avec une affiche un peu quand même inédite. On ne s'attendait pas du tout à avoir ces deux équipes-là. On retrouve du coup les Bucks, pardon, j'allais dire les Nets, les Bucks de Giannis Antetokounmpo, qui vont affronter la grosse surprise quand même de ces playoffs, la belle histoire, on va dire, les Hawks d'Atlanta, qui avaient terminé 5e de la saison régulière et qui ont fait tomber Philadelphie lors du match 7. Alors, là aussi, difficile à dire qui a un avantage parce que les Hawks sont revenus. Ils étaient menés 2-1 dans la série. Ils ont réussi à revenir euh, deux fois. Est-ce Mm. que, est-ce qu'ils sont capables de recréer l'exploit et d'aller en finale NBA? La question est, est-ce que les Hawks vont faire une Miami de l'année? C'est ça. Et c'est C'est, vrai c'est... que autant je ne les ai pas vus du tout face aux Sixers, même si j'avais vu une série en 6, mais je ne pensais pas qu'ils arriveraient vraiment à passer. Mais qu'est-ce qu'il y avait belle à regarder aussi, cette équipe des Hawks, quand on pense qu'ils étaient 14e au mois de janvier, Mm. 14e malaise, avec l'arrivée de Mike Milan, qui est arrivé. Et voilà. On dit l'effet, le choc psychologique d'un changement d'entraîneur, là, c'était Ah. radical. Ah ouais, là, c'est plus un choc, là. C'est... C'était la Il- métamorphose des cloportes, on va dire ça comme ça. Ah non, et là aussi, on parle de collectif avec les Suns. On a là aussi une équipe qui joue ensemble, où il y a effectivement un maître à jouer, qui est Trae Young, qui fait des premières playoffs. J'ai même pas de mots, c'est incroyable. Il est bien entouré Mhm. avec Bogdanovic, avec Capella, avec John Collins. Kevin Huerter est lui aussi impressionnant. Donc, Il ne faut ils pas ont. oublier les deux qui sortent du banc, Gallinari et Lou Ah ouais, Williams, les deux sergents-majors qui sortent en vieux grognard, qui sortent du banc et qui finissent le travail. Non. ouais, c'est
c'est très agréable à regarder. Du coup, effectivement, on se prend un petit peu de passion pour ce petit poussé qui va loin. Et en face, c'est les Bucks qui ont réussi à faire tomber les Nets. Euh, et leur playoff, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme la saison régulière. En fait, ils avancent dans l'ombre une nouvelle fois. Ils sont pas impressionnants outre mesure. Ils ont sweepé personne. Ils ont fait des matchs où ils ont été très bons. Ils ont fait des matchs où ils ont été particulièrement mauvais. Aussi, Et pourtant, ils ils ont sont sweepé là. le 8 au premier tour. Ils ont. Ah non, ils ont. Ah oui, pardon, ils ont sweepé Oui, non, pardon, ils ont sweepé le 8 au premier tour. Oui, je pensais que ça s'était fini à 80, mais non, ils les ont sweepés. Oui, mais bon, Miami, ça compte pas. Euh, euh, mais là encore, même pour le sweep, ils n'ont pas été impressionnants outre mesure. Ils sont tombés sur juste une équipe du 8 qui n'était pas forcément très bonne. Donc, pour juger, c'était difficile. Là, face aux Nets, c'est un coup, on perd de 19 points, un coup, on gagne. Est-ce que leur irrégularité va pas justement poser problème face aux Hawks qui, eux, sont capables de tirer profit justement de ça? Voilà. Il y a deux choses. Il y a d'une part, du côté des Bucks, là, ils vont être favoris. Et on a vu sur ce qui s'est passé sur le début de la saison. Alors, moi, je mets le hit comme tu as dit tout à l'heure, ça compte pas, c'est vraiment ça à part. Mais surtout la série contre les Nets, où là, ils sont vraiment pas favoris. Ils ont tout approuvé et ils arrivent à s'en sortir. Et d'autre côté, on a des Hawks qui sont à chaque fois donnés perdants, qui n'ont jamais l'avantage du terrain et qui, eux, ont l'habitude justement de jouer le défi des pronostics. Alors, honnêtement, moi, là où j'ai une interrogation sur les Bucks, clairement, c'est au niveau mental. Est-ce que Mike Budenholzer est vraiment le coach qui va être capable de tenir l'équipe dans les moments où ça va pas, dans les matchs où ça ne va pas aller? Et comment dire, est-ce qu'ils vont être capables de, de lever leur niveau au niveau mental dans les moments où, en fin de match, où ils vont être à quelques points, où ils vont vraiment être en bagarre, où on sait qu'un Trae Young est capable de faire une sacrée différence. Là, j'ai des doutes, ça, les Bucks. Pour moi, c'est une série que je joue en 7 clairement. Et je sais pas. Je suis vraiment plus que perplexe sur le niveau mental des Bucks. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, alors, c'est pas forcément là où je serais allé en premier. Moi, c'était plus sur leur adresse, notamment longue distance, parce que là, ils vont avoir affaire à des snipers longue distance. Euh, les Bucks ont été assez mauvais sur le shoot à 3 points sur toute la série face aux Nets. Donc, c'est un des éléments effectivement qui me fait pencher vers une nouvelle surprise, qui au final n'en sera pas une, parce que là ils peuvent plus se cacher les Hawks. C'est pas possible quand tu sors le premier de la conférence Est. Tu peux plus. C'est plus un hasard si t'es là. Ils sont arrivés en demi-finale, ils avaient sorti les Knicks. C'était une série qui était donnée de toute façon très équilibrée. Donc, c'était un peu ce qu'ils appellent un coin flip. Donc, c'était vraiment 50-50. Là, face aux Sixers, ils étaient pas du tout favoris, mais pas du tout, du tout, du tout. Au final, ils passent avec la manière. Euh, Là, je pense que l'aspect mental va surtout être du côté des Hawks et de gérer ce nouveau statut. Parce que certes, les Bucks sont favoris, mais les Hawks vont avoir euh, ce précédent d'avoir sorti les Sixers. Alors, les deux équipes, effectivement, ont sorti ceux qu'on attendait en finale de conférence. Et potentiellement aussi l'un des deux qui pouvait gagner le titre NBA en fin de saison. Euh, mais je pense que l'aspect mental est plus du côté des Hawks. Et c'est là où Macmillan va avoir un énorme travail de, de, de préserver son équipe, tu vois, de s'enflammer un peu, de se dire que, tu sais, c'est cette espèce d'adrénaline de se sentir Oui, invincible je vois tout à et de fait. se dire que c'est bon, il peut plus rien nous arriver et que on peut le faire. Enfin,
On peut le faire, ça c'est l'aspect positif, mais c'est d'en faire trop justement et de se dire qu'on est tellement invincible que bah, on fait n'importe quoi. On va être beaucoup plus individuel, on va moins jouer collectif. Donc l'aspect mental, je le mettrais plus côté Hawks. Alors même si effectivement, là les Bucks pour moi, les Bucks ils arrivent dans une position où enfin, enfin ils arrivent au niveau où on les attendait. Ça fait 3 saisons que normalement ils doivent faire une finale de conf. C'est l'année où ils ne doivent pas la faire, Mais ils la font. oui, non, mais c'est sûr. Donc le momentum peut aussi avoir un petit peu changé et l'aspect mental aussi. Et Mike Budenholzer a peut-être, je pense, sauvé sa place. Donc ils vont peut-être aussi pouvoir jouer un peu plus libérés. Euh, Capella va avoir un sacré duel à nouveau face à Giannis. Il avait pris un peu le bouillon face à Embiid. Donc, super serré. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça va en match 7. Ça va en match 7. C'est Milwaukee qui a l'avantage du terrain. Je ne peux même pas me prononcer. C'est tellement Ça prend ça, aléatoire. certainement joué à pas grand-chose. Et le match de ce soir en dira beaucoup, à mon avis, Oui. sur la série. Parce que si les Bucks, effectivement, gagnent assez facilement, tu vois, de 15-20 points, ça donnera une grosse indication. Maintenant, si le match est très, très serré dès le départ, avoir la physionomie et comment ça se goupille dans ce premier match. Non, pour le coup, moi, là, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Euh, Est-ce que Donc, Factory s'appelle pas très long, long face à un Middleton ou à AK Antetokounmpo? non, mais c'est une série qui, au final, est surprenante parce que c'est effectivement, on le redit, c'est pas forcément ce qu'on attendait. C'est ce que même nous, on n'attendait pas du tout à ça. On avait, lors des Mm. previews, on avait tous les deux dit que les Nets et les Sixers seraient en finale parce que c'était ce qui était logique à l'instant T quand on en a parlé. Donc, moi, je vais me risquer à une qualification des Hawks. Oui, moi, ça, Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. S'il y a un parce pari que je veux que, prendre, ouais. ouais, ouais, je pense qu'il y a... L'histoire est belle. L'histoire est belle et j'ai envie d'avoir un Suns Hawks en finale. Et c'est ce que je me suis dit au lendemain de la qualification des Hawks. La première chose que je me suis dit en voyant le résultat, je me suis dit, à moi-même, je me suis dit, tu la vois venir, la finale Suns Hawks. Elle vient, mais pour moi, c'est gros comme une maison que C'est ça. c'est ce qui va se passer. Et puis, je Alors, pense que c'est parce que les journalistes américains ont pas, enfin, c'est pas forcément les deux villes qui font plus envie, Atlanta et, euh, et Phoenix, ouais. et Phoenix. Quoique je pense que par rapport à un Milwaukee, Oui. Ouais, je préfère aller à Atlanta qu'à Milwaukee, hein, personnellement. c'est ça. Mais c'est Si vrai on que devait par faire le contre, au choix. niveau basket, c'est sûr que c'est. Et puis moi honnêtement, si jamais si jamais il y a cette finale entre les Suns et les Hawks, je me mettrais une petite pièce sur les Suns, mais qu'est-ce que ça va être de belles finales Mm. avec deux équipes qui ont de mémoire, qui n'ont jamais gagné le titre. Aucune des quatre, c'est ce que j'allais dire. Aucune des quatre Voilà. équipes qui sont en finale de conférence aujourd'hui n'ont remporté le titre. Donc en plus, on va avoir un tout nouveau champion. On va avoir un tout nouveau champion. Donc ouais, c'est très bien. C'est vraiment intéressant d'avoir ces quatre équipes-là. Ça donne un petit renouveau après tant d'années entre les Warriors et les Cavs et de manière générale entre Curry et LeBron James. LeBron. Donc c'est vrai que euh, ça permet de changer un peu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette série? Parce que j'aimerais juste qu'on conclue sur un petit truc. J'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter Non, sur... non, moi,
Pour moi, je pense on a dit ce qu'il fallait dire sur ces deux séries. Ok. J'aimerais juste, en 5 minutes, qu'on s'attarde sur ce que Stephen A. Smith a déclaré avant-hier à propos de Devin Booker en disant qu'il était le nouveau Kobe Bryant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que chaque fois qu'on a fait ce genre de déclaration, c'est très très dur. C'est très très dur à porter déjà pour jouer en face, s'il l'assume. Un Kobe, il n'y en aura qu'un, qu'un LeBron, il n'y en a eu qu'un Michael, il n'y en a eu qu'un. Je pense que il y a une génération absolument fabuleuse qui arrive. Vraiment comme vraiment. Alors, c'est pas une draft, c'est plusieurs drafts. Chaque année, il y a un, deux, trois super joueurs qui arrivent. Ouais. Et de là, de dire, parce que effectivement, Devin Booker est quelqu'un qui se dit, moi, qui lui-même déclare qu'il a une filiation, qu'il a été en contact avec Kobe, il a appris beaucoup près de Kobe, qu'il a suivi. Et effectivement, c'est factuel. Par contre, je pense que si Devin Booker veut vraiment s'affirmer comme un très bon joueur, il faut qu'il fasse du Devin Booker. Il ne faut pas qu'on l'appelle le nouveau Kobe, il ne faut pas qu'on l'appelle le nouveau LeBron. Voilà. Il faut qu'il fasse du Devin Booker avec ce côté très soyeux. Je pense que auprès de Chris Paul, il va apprendre à être beaucoup plus meneur que l'était un Kobe, paradoxalement. Pour moi, il a des armes de meneur pur, mais par contre, il faut qu'il apprenne à être meneur. C'est ce qui lui a manqué avant l'arrivée de Chris Paul. Et je pense qu'il peut être un véritable poste 1-2, alors que Kobe est un pur shooter. Même si, bien entendu, c'était patron d'équipe et qui. Bon, c'est Kobe. On ne va pas refaire le CV de Kobe. Mais dans le jeu, je pense que Devin Booker n'a pas cette. Comment je pourrais dire? Ce côté Black Mamba d'un Kobe. Il a un côté plus soyeux, plus léché dans son jeu. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu vois ce que je veux dire. Je te rejoins sur d'arrêter de faire des comparaisons et c'est valable, c'est dans tous les sports. De toute façon, les journalistes font ça, de comparer à c'est le nouveau Brady, c'est le nouveau Montana, c'est le nouveau Gretzky, tu vois, c'est le nouveau Mariano Rivera, c'est le nouveau Bob Gibson, etc. J'en passe et des meilleurs. David, je suis d'accord avec toi. Devin Booker doit être Devin Booker. Effectivement, s'il gagne le titre cette année, effectivement, je pense que les comparaisons ne s'arrêteront pas. Mais à voir, Kobe a construit une dynastie, la dynastie des Lakers. Est-ce que Devin Booker va être en mesure de construire une dynastie aux Suns? Bah, une Voilà. dynastie, à chaque fois, Kobe, il l'a fait avec quelqu'un. Le Shaq et avec Gasol. Faut jamais oublier Et ça. oui, de toute façon là, je suis d'accord, un joueur seul ne peut pas tout faire. Et on a vu cette année avec LeBron James, c'est l'exemple parfait. Même Michael Jordan, si on prend Oui. Jordan, ses premières années aux Bulls, il était seul, il n'a rien fait. À partir du moment où les Bulls ont réussi à l'entourer, à construire un collectif autour de lui avec Pippen et Rodman notamment, Steve Kerr et Kukoc et autres, là, il a pu révéler au final son vrai potentiel. Devin Booker, cette année, s'il révèle son potentiel, c'est parce qu'il y a Chris Paul. C'est ça. Non, mais c'est. Donc, Moi, personnellement, moi, j'en ai. Je trouve que c'est. Alors, c'est pas une critique facile parce que je pense que dans les podcasts, c'est ce qu'on essaie vraiment de montrer. On essaie d'éviter de faire de la comparaison de joueurs pour un joueur. ouais, Comparer non, des bien sûr. joueurs de la même époque, ensemble, oui. Mais pas les ramener en permanence au passé. C'est bien passé, mais voilà. Là, ils sont en Oui, train de construire. leur Ils avenir. sont en train, Ils ils sont sont en en train train de de construire construire un l'avenir. avenir, leur présent, et voilà. Il faut profiter. Exactement. Exactement, exactement. Bon, on est plutôt d'accord, donc c'est plutôt bien. N'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast, à nous dire un petit peu sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire par rapport à Booker et cette comparaison qui ne fait que débuter, à mon avis, avec Kobe Bryant. Donc, n'hésitez pas à nous donner un petit peu votre avis sur les réseaux sociaux. Merci, Max.
Et ben, merci Charles, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous effectivement de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute de streaming, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur nos réseaux, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Merci à vous et puis on se retrouve très vite, à mon avis, pour d'autres analyses de ces conférences, de finales de conférences en NBA, toujours avec Maxime. À très vite.